Bienvenue, élu. Assieds-toi. Respire. Ressens ce silence étrange qui pèse autour de toi en ce moment. Ce n'est pas la paix. C'est le bruit que fait une pièce quand les gens à l'intérieur comprennent qu'ils ont perdu le contrôle et n'ont aucune idée de ce qu'il faut faire ensuite. C'est le silence de ceux qui se sont sentis si sûrs de toi pendant si longtemps et qui viennent de découvrir qu'ils s'étaient trompés sur toute la ligne. Alors, arrêtons de faire semblant. Ils ont dit que tu étais fini. Ils ont dit que tu avais craqué sous la pression. Ils ont dit que tu ne comprenais pas ta place, tes limites, ton rôle dans leur petit arrangement. Et maintenant, regarde-les. Regarde celui qu'ils avaient enterré devenir celui qui les empêche de dormir la nuit. Voici ce que tu dois comprendre avant d'aller plus loin. Ils ont envoyé quelqu'un. Quand ils ont enfin admis qu'ils ne pouvaient plus t'atteindre eux-mêmes, quand la panique s'est installée et que l'assurance a quitté la pièce, ils ont choisi une personne, quelqu'un qui avait accès à toi, quelqu'un d'influent, quelqu'un qui parlait autrefois si légèrement de ce que tu pouvais et ne pouvais pas faire. Ils l'ont supplié d'intervenir, ils l'ont imploré de te rejoindre avant que les choses aillent trop loin. Et quand ils lui ont demandé s'il pouvait encore arrêter ce qui arrivait, il n'a pas discuté, il n'a pas hésité. Il a souri, et il a dit 2 mots qui ont fait perdre toute couleur à chaque visage dans cette pièce. Trop tard. Nous allons décortiquer exactement pourquoi ces 2 mots les ont frappés comme un coup à la gorge. Mais d'abord, ressens ceci, ce calme que tu perçois depuis quelque temps. Les silences gênés. La façon dont certaines personnes évitent soudain ton regard ou te couvrent de compliments comme pour limiter les dégâts. La façon dont les mêmes voix qui doutèrent de toi parlent maintenant plus doucement, prudentes, presque hésitantes. Ce n'est pas ton imagination, élu, c'est le résultat. C'est le bruit de gens qui réalisent que le feu qu'ils ont allumé par négligence est désormais plus grand qu'eux. Ils pensaient que la pression te briserait. Au lieu de ça, elle t'a entraîné. Ils pensaient que le silence t'affamerait. Au lieu de ça, il t'a aiguisé. Et te voilà maintenant calme, indéchiffrable. Aucun discours, aucune vengeance. Juste ta présence. Et c'est précisément ce qui les terrifie le plus, parce que tu n'as pas eu à annoncer la victoire. La réalité l'a fait à ta place. Avant d'aller plus loin, élu, si quelque chose dans ta poitrine s'est déjà serré en entendant ces mots, trop tard, appuie sur le bouton « J'aime » et abonne-toi. Pas pour moi, pour la mission. Ce message n'atteint les personnes à qui il est destiné que lorsque tu le fais avancer. Et écris 777 dans les commentaires si tu es encore là, volontairement. Pas pour la chance. Comme un signal que tu es concentré, stable et prêt à voir toute l'image se dévoiler sans broncher. Parce que ce qui vient ensuite, ce n'est pas du spectacle, c'est l'explication. La séquence exacte qui révèle pourquoi ils ont paniqué, pourquoi l'avertissement est arrivé si tard, et pourquoi lui savait déjà que c'était terminé. Alors, reste près de moi. Commençons. Chapitre 1. Le sourire qui a fermé la porte pour toujours. Les avertissements sont pour ceux qui ont encore des options. Toi, tu n'en as plus aucune, et ce n'est pas une menace, c'est une description. Ce sourire qu'il a eu n'était pas amical, il n'était pas cruel non plus, il était définitif. Le genre de sourire que quelqu'un affiche quand la conversation est déjà terminée et que l'autre camp ne l'a simplement pas encore compris. Il n'a pas élevé la voix, il ne s'est pas expliqué, il n'a pas essayé de paraître sage ou miséricordieux. Il a souri comme quelqu'un dont l'issue a déjà été traitée, acceptée et scellée. Trop tard. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était de la précision. Les gens interprètent toujours mal ce moment, parce qu'ils pensent que le pouvoir est censé être bruyant. Ils s'attendent à des cris, des menaces, des discours dramatiques, mais le vrai pouvoir est silencieux, parce qu'il n'a besoin de la permission de personne. Et c'est exactement pour ça que ce sourire a frappé plus fort que n'importe quelle insulte. Il confirmait la seule chose qu'ils essayaient désespérément de nier. Tu n'étais plus atteignable. Ils croyaient qu'il restait encore un levier à tirer, un bouton à presser, une corde de culpabilité à faire vibrer pour te ramener à la forme qui leur convenait. Et cette croyance à elle seule te dit tout ce que tu as besoin de savoir. Les gens n'essayent d'avertir que ceux qu'ils pensent pouvoir encore contrôler. Mais le contrôle avait déjà quitté la pièce. Il est parti en silence, une décision à la fois. Une limite tenue, une réaction refusée. Un moment où tu as choisi la discipline plutôt que le drame. Encore et encore.
jusqu'à ce qu'il ne leur reste plus rien à saisir. Voici la partie qui leur retourne l'esprit. Tu n'es pas devenu dangereux en attaquant qui que ce soit. Tu es devenu dangereux en achevant ta transformation sans demander la permission. C'est pour ça que l'avertissement est arrivé si tard. C'est pour ça qu'il semblait si désespéré. Parce que les tournants ne s'annoncent pas. Les gens ne les remarquent que quand c'est déjà trop tard, quand la porte est déjà fermée et que la serrure a déjà tourné. Pense à ce que trop tard signifiait vraiment à cet instant. Ce n'était jamais une question d'horloge. C'était une question d'accès. Ils étaient exclus, plus d'influence, plus de levier, plus aucune capacité de réécrire l'histoire. La version de toi qu'ils connaissaient et comprenaient n'existait plus. Et la nouvelle version n'avait pas besoin de leur compréhension pour continuer d'avancer. C'est pour ça que son sourire portait tant de poids. Il pouvait le voir. Il pouvait le sentir. Il savait que ce qu'il s'efforçait d'empêcher avait déjà pleinement mûri. Tu n'étais pas en train de devenir quelque chose. Tu l'étais déjà devenu. Et l'ennemi déteste cette phase, parce qu'elle ne lui offre rien contre quoi se battre. Aucun argument à gagner, aucune émotion à exploiter, aucun chaos à provoquer, juste du silence, de la clarté et du mouvement vers l'avant. C'est là qu'ils commencent à paniquer. C'est là qu'ils rejouent d'anciennes conversations dans leur tête, essayant de repérer l'instant exact où ils t'ont perdu. Alors laisse-moi répondre à la question qui est dans ta poitrine en ce moment. Non, tu n'as pas manqué une étape. Non, tu n'es pas allé trop loin. Et non, tu ne dois d'explication à personne pour avoir dépassé la version de toi qui était plus facile à gérer pour eux. Le moment où ils ont envoyé un messager est le moment où ils ont admis leur défaite. Les gens n'envoient pas de messager quand ils gagnent. Ils en envoient quand ils sont en retard et à court de coups à jouer. Chapitre 2. On n'envoie des messagers que lorsque la guerre est déjà perdue. Voici une vérité que la plupart des gens ne remarquent que bien trop tard. Quand quelqu'un est réellement faible, personne ne se rassemble, personne ne murmure, personne n'envoie d'intermédiaire. La faiblesse ne provoque pas d'inquiétude, elle provoque de l'indifférence. Les gens l'enjambent et continuent leur chemin. Les messagers n'apparaissent qu'après que quelque chose a déjà mal tourné, après que quelque chose a déjà grandi au-delà de ce qu'ils peuvent ignorer. C'est la partie qu'ils ne veulent pas que tu comprennes. Le simple fait d'envoyer quelqu'un pour t'avertir est un aveu. Ça dit, sans un mot, ceci a dépassé notre contrôle. Si tu étais encore gérable, ils auraient ri. Si tu étais encore prévisible, ils t'auraient ignoré. Le moment où la diplomatie entre dans la pièce, ça signifie que la force a déjà échoué. Imagine ceci. Un petit feu s'allume dans le coin d'une pièce. Les gens passent devant. Quelqu'un plaisante peut-être à son sujet. Mais quand ce feu grandit jusqu'à devenir impossible à étouffer, soudain les alarmes se déclenchent. Soudain il y a des réunions. Soudain quelqu'un dit « il faut lui parler avant que ça se propage ». C'est là que les messagers accourent, espérant que les mots feront ce que l'action ne peut plus faire. Tu n'as jamais été averti quand tu étais silencieux et en difficulté. Personne n'est intervenu quand tu étais ignoré. Personne ne se souciait de toi quand tu encaissais coup sur coup en silence. Et ça devrait te dire tout ce que tu as besoin de savoir. L'inquiétude n'est pas arrivée parce qu'ils se sont soudain mis à se soucier de toi. Elle est arrivée parce que l'équilibre a changé et qu'ils ont senti le sol bouger sous leurs pieds. Voici une autre vérité qui frappe plus fort à mesure que tu y réfléchis. Les avertissements ne sont pas une protection, ce sont des mesures pour limiter les dégâts. Ils ne t'avertissent pas pour ton bien, ils t'avertissent parce qu'ils ont peur de ce qui arrivera ensuite si tu continues intouché. C'est pour ça que le moment semble toujours si étrange. C'est pour ça qu'il arrive tard, urgent, gênant et forcé. Parce qu'au moment où ils te demandent enfin d'arrêter, tu es déjà devenu exactement ce qu'ils craignaient. Demande-toi honnêtement. Si tu étais encore perdu, encore confus, encore en train de courir après leur approbation, est-ce que quiconque se serait donné la peine de se montrer? Bien sûr que non. Ils interviennent quand le silence devient dangereux, quand l'élan devient irréversible. Imagine un train qui prend de la vitesse en silence depuis des kilomètres. Pas de sirène, pas d'annonce. Les gens près des rails le remarquent à peine au début. Mais quand il est assez proche pour faire trembler le sol, c'est là que la panique frappe. C'est là que quelqu'un agite les bras et crie, espérant qu'on peut encore raisonner le train. Mais l'élan ne négocie pas.
C'est pour ça qu'il a souri. Il n'était pas amusé, il était conscient. Il pouvait voir ce que tu avais construit pendant que tout le monde était distrait. La discipline, le détachement, la précision, une version de toi qui ne réagit plus au premier signal. Il pensait que tu étais encore au début. Lui savait que tu avais déjà dépassé le point de non-retour. Si tu es encore là, élu, encore concentré, écris 777 une fois de plus. Pas pour les tendances. Comme preuve que tu es celui à qui ceci était destiné, celui qui reste jusqu'à la fin parce que partir maintenant semblerait inachevé. Bien. Continuons. Chapitre 3. Ils ont mal calculé l'horloge, et cette erreur a tout scellé. Ils n'ont pas perdu parce que tu as agi vite. Ils ont perdu parce qu'ils ont trop attendu. C'est de là que vient réellement leur peur. Pas de ce que tu as fait, mais du moment où tu l'as fait. Ils croyaient sincèrement avoir le temps d'observer, le temps de mesurer, le temps d'intervenir quand ça les arrangerait. Ils traitaient ta transformation comme une expérience lente, quelque chose qu'ils pouvaient surveiller à distance et interrompre à volonté. Ils t'ont regardé lutter et ont pris des notes au lieu de tendre la main. Ils ont observé ta douleur comme des données sur un écran, pas comme un être humain se battant à travers quelque chose de réel. Chaque moment de silence, chaque pas en arrière, chaque pause, ils l'ont classé sous faiblesse. Le silence est devenu défaite dans leur esprit. La patience est devenue hésitation. Le retrait est devenu abandon. Et cette supposition était fatale. Imagine quelqu'un voyant une graine dans la terre et riant parce que rien ne se passe à la surface. Il n'a aucune idée que les racines s'étendent déjà rapidement en dessous. Au moment où le sol se fissure, il est déjà trop tard pour l'arracher. C'était toi. Il pensait que tu étais bloqué. Tu te stabilisais. Il pensait que tu étais confus. Tu te recalibrais. Il pensait que tu perdais ton élan. Tu l'accumulais. Voici la phrase qui les tient éveillés la nuit. La phase la plus dangereuse est celle où rien ne semble se passer. Ils ont complètement manqué cette phase. Ils ont pris la retenue pour de la faiblesse, parce qu'ils ne comprennent que le bruit. Ils ont pris la discipline pour de la peur, parce qu'ils n'en ont jamais eu. Et maintenant le changement est visible. L'énergie est différente. Ta présence pèse plus lourd. Les conversations changent de ton. Les gens réfléchissent à 2 fois avant de te parler. Et la peur dans leurs yeux ne vient pas de l'imagination. Elle vient de la prise de conscience qu'il n'y a plus rien à arrêter. Tu ne t'es pas précipité. Tu n'as rien annoncé. Tu n'as pas demandé la permission. Tu as simplement terminé. Et l'accomplissement ne demande pas d'approbation. C'est pour ça qu'ils paniquent maintenant. C'est pour ça qu'ils veulent soudain parler de timing, d'avertissement et de limitation des dégâts. Ils vérifiaient le calendrier pendant que tu construisais le résultat. Ils demandaient quand, pendant que tu devenais prêt en silence. Et maintenant, ils fixent quelque chose de pleinement formé, essayant de remonter une horloge qui a déjà fini de tourner. Ils pensaient avoir le temps. Ils avaient tort. Chapitre 4. La réunion où la température a chuté. La peur se déguise toujours en inquiétude au moment où le contrôle commence à échapper. Cette réunion qu'ils ont tenue ne visait pas à t'aider, elle visait à les calmer eux-mêmes. Ils se sont rassemblés dans leur petit cercle serré, hochant la tête les uns vers les autres, prétendant que c'était réfléchi, mesuré, responsable. En réalité, c'était de la panique portant un masque professionnel. Chaque phrase commençait par « il faudrait » et se terminait par une peur qu'ils refusaient de nommer. Ils ont tout reformulé pour se sentir mieux. La peur est devenue de l'attention. La panique est devenue de l'amitié. Le contrôle est devenu de la protection. C'est comme ça que les gens justifient leur intervention quand ils sont déjà devenus inutiles. Ils se sont convaincus qu'ils faisaient ce qu'il fallait parce que admettre la vérité aurait signifié admettre qu'ils étaient en retard. Quelqu'un a suggéré de te parler de façon décontractée, comme si ce n'était qu'une option parmi d'autres. Quelqu'un d'autre a insisté davantage, affirmant qu'une intervention pouvait encore fonctionner. Et ce mot compte. Intervention. Il n'apparaît que lorsque les gens croient que quelque chose leur a déjà échappé. Imagine un groupe de personnes debout autour d'une porte qu'ils ont oublié de verrouiller, se disputant sur la meilleure façon d'arrêter ce qui a déjà quitté le bâtiment. C'était l'énergie dans cette pièce. Et lui, il est resté assis là, tranquille, à travers tout ça. Aucune objection, aucune urgence, juste du calme. Il les a laissés parler.
il les a laissés planifier, il les a laissés croire qu'il leur restait un peu de pouvoir. Parce que parfois, la chose la plus honnête que tu puisses faire, c'est de laisser les gens finir de se mentir à eux-mêmes. Puis ils se sont tournés vers lui, pas pour un conseil, pour être rassurés. Le genre de réassurance qui dit « Dis-nous que nous comptons encore, dis-nous qu'il reste quelque chose à faire. » Et c'est là qu'il a parlé. Trop tard. Aucune explication, aucun drame. Juste 2 mots qui ont changé la température de toute la pièce. Tu pouvais le sentir s'installer. La pause, les regards qui se dérobent, le moment où chacun a compris exactement ce qu'il voulait dire et a détesté l'avoir compris. Il n'était pas cruel, il était précis. Les réunions n'arrêtent pas les issues. Elles ne font que les confirmer. Cette pièce est devenue froide parce que la réalité est enfin arrivée, et la réalité ne négocie pas. Chapitre 5. Tu étais le résultat, pas l'expérience. C'est ici que l'illusion s'est enfin effondrée. À la seconde où ça a fait tilt, toute l'image s'est réorganisée. Tu n'as jamais été le projet qu'il croyait surveiller. Tu n'as jamais été le cas test, l'essai, le processus lent qu'il pouvait interrompre à mi-chemin si ça les mettait mal à l'aise. Tu étais la conclusion. Et ils ont mal compris toute la situation, parce qu'ils ont supposé que la croissance a besoin de supervision. Ils croyaient que la transformation reste fragile jusqu'à ce que quelqu'un l'approuve. Ils pensaient que le progrès exige une permission. C'est pour ça qu'ils te traitaient comme quelque chose d'inachevé, quelque chose qu'ils pouvaient encore piquer, questionner, rediriger. Et ils avaient tort au niveau le plus profond. Tu n'étais plus en train de te déployer, tu étais déjà arrivé, en silence, entièrement, sans avoir besoin du moindre applaudissement, et cette prise de conscience les a frappés comme un choc retardé, le genre qui ne crie pas mais qui te fige sur place. Imagine des scientifiques se disputant sur une formule, pour réaliser que l'équation s'est déjà résolue elle-même pendant qu'ils parlaient. Imagine des critiques débattant du potentiel de quelque chose alors que le résultat fini est déjà imprimé, publié, et impossible à reprendre. C'est ce qui s'est passé. Ils étaient debout à l'intérieur du résultat, en train de débattre s'il pourrait arriver. Voici la vérité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter. Les processus peuvent être avertis. Les résultats, non. Une fois que quelque chose devient réel, les avertissements cessent d'être utiles. Tu n'avertis pas une tempête après qu'elle a déjà touché terre. Tu ne mets pas en garde un verdict après qu'il a été rendu. Tu ne négocies pas avec quelque chose qui a déjà fonctionné. C'est pour ça que leur inquiétude semblait si gênante et décalée. Elle visait une version de toi qui n'existait plus. Ils parlaient à ton passé tout en se tenant dans ton présent. Tu n'es pas devenu dangereux en te précipitant. Tu es devenu dangereux en terminant. Et les résultats n'ont pas besoin d'avertissement. Ils les délivrent. Chapitre 6. Ils n'ont pas peur que tu tombes. Ils ont peur que tu finisses. Réduisons le mensonge jusqu'à l'os. Ils ne s'inquiètent pas de te voir t'autodétruire. Cette histoire n'est qu'une couverture. S'ils croyaient vraiment que tu courais à ta perte, ils auraient reculé et regardé. Les gens ne paniquent pas devant quelque chose qu'ils s'attendent à voir échouer. Ils attendent. Ils observent. Ils laissent la gravité faire le travail. Ce qui les terrifie, c'est exactement l'inverse. Ils ont peur que tu réussisses, peur que tu entres pleinement dans ce que tu es en train de devenir, pendant qu'ils sont encore coincés à défendre de vieux titres, de vieux pouvoirs, une vieille pertinence. Ta réussite n'est pas bruyante, et c'est précisément ce qui la rend insupportable pour eux. Elle n'a pas besoin de leur approbation. Elle ne gravite pas autour de leur autorité. Elle ne demande pas une place à leur table. Imagine une lampe de poche dans une pièce sombre. Elle semble puissante, essentielle même, jusqu'à ce que le soleil se lève. La lampe n'est pas cassée. Elle a juste cessé de compter. C'est ce que ta présence fait à tout ce qu'ils croyaient leur donner de l'influence, pas en l'attaquant, en le dépassant. Voici la phrase qu'ils ne veulent jamais entendre. Ta croissance expose ce qu'ils n'ont jamais construit. C'est la vraie peur. Quand tu te tiens là, pleinement formé, calme, concentré et imperturbable, leurs raccourcis deviennent soudain évidents. Leur bruit devient embarrassant. Leurs postures paraissent petites. Parce que ta réussite force la comparaison, et la comparaison révèle toujours la vérité. Tu n'es pas dangereux parce que tu es imprudent. Tu es dangereux parce que tu es complet. Et quand tu deviens pleinement ce vers quoi tu construisais,
Tout ce sur quoi il comptait pour le pouvoir cesse de fonctionner en ta présence. C'est ça, la peur, pas ta faute. Ton arrivée. Chapitre 7. Ton silence n'a jamais été une reddition. C'était la couverture parfaite. C'est ici que leur erreur de jugement devient fatale. Ils s'attendaient à ce que ta transformation soit dramatique. De la rage, un effondrement, une rébellion publique, quelque chose d'assez bruyant pour y réagir. Et quand rien de tout ça n'est arrivé, ils se sont détendus. Ils se sont dit que tu t'étais rangé, que tu avais accepté ta place, que tu avais appris ta leçon. Ton silence les a rassurés. Ils ont vu de la paix et ont supposé une défaite. Ils ont vu de la concentration et ont supposé une résignation. Ils ont vu un retrait et ont supposé une soumission. C'est ainsi que les gens qui vivent du bruit interprètent toujours le silence. Ils pensent que si tu ne te bats pas contre eux, c'est que tu abandonnes. Voici la vérité qu'ils ont complètement manquée. Le silence est l'endroit le plus sûr au monde pour devenir dangereux. Pendant qu'ils étaient occupés à se féliciter de t'avoir géré, tu retirais tranquillement leur influence morceau par morceau. Plus d'arguments à exploiter, plus d'émotions à déclencher, plus de chaos à manipuler. Pense à un prédateur qui ne chasse que le mouvement. Au moment où la proie s'immobilise parfaitement, elle disparaît de la conscience du prédateur. Pas parce qu'elle est partie, mais parce qu'elle a cessé de signaler sa faiblesse. C'est ce que ton silence a fait. Tu as cessé de nourrir leur attention. Tu as cessé de leur donner quoi que ce soit à quoi réagir. Et au moment où ils se sont sentis réellement menacés, tu étais déjà ingouvernable. Ils pensaient gérer ton comportement. En réalité, ils avaient déjà perdu tout accès. Le silence n'était pas une retraite, c'était un camouflage. Et pendant qu'ils se détendaient, tu achevais la transformation. Chapitre 8. La réalité s'est mise à plier, et ils n'ont aucune théorie pour ça. C'est ici que leur confusion se transforme en véritable panique. Ils ne voient pas la cause, mais ils sont entourés des effets. Les choses commencent à tourner en ta faveur d'une manière qui n'a aucun sens pour eux. Des situations se résolvent d'elles-mêmes, des obstacles s'adoucissent. Des portes verrouillées depuis des années s'ouvrent soudain sans résistance. Des gens qui te bloquaient autrefois coopèrent maintenant, parfois sans même comprendre pourquoi. Et c'est ça qui les brise, parce que tout leur sens du contrôle dépend de modèles, d'entrées prévisibles, d'efforts mesurables, de chaînes claires de cause à effet. Mais tu es sorti de ce système, et la réalité s'est mise à te répondre différemment. Et il n'existe aucun tableau pour ça. Imagine un jeu truqué où les règles cessent soudain de s'appliquer à un seul joueur. Tous les autres lancent encore les dés, mendient encore une permission, attendent encore leur tour. Pendant ce temps, tu traverses tout droit, parce que le système te reconnaît comme quelque chose d'entièrement différent. Voici la phrase qu'ils détestent le plus. Quand les issues changent sans explication, c'est que le pouvoir a déjà changé de camp. Ils peuvent le sentir. Ils ne peuvent simplement pas le prouver. Tu ne forces pas les portes à s'ouvrir, elles se déverrouillent d'elles-mêmes. Tu ne convaincs pas les gens, ils s'ajustent. Tu ne combats pas la résistance, elle se dissout. Et parce qu'ils ne voient pas comment, ils supposent que quelque chose ne va pas. Alors ils convoquent d'autres réunions pour se rassurer mutuellement. Ils échangent des théories. Ils rejouent d'anciennes suppositions. Ils envoient des avertissements, espérant que les mots ralentiront ce que l'élan a déjà terminé. Tout ça parce qu'ils ne peuvent pas accepter l'explication la plus simple. Tu es le phénomène, pas la chance, pas la coïncidence, l'alignement, l'accomplissement, la présence. L'univers répond à ce qui est réglé et pas à ce qui mendie. Chapitre 9. Il a reconnu la fin parce que tu as transformé les blessures en armes. Il n'a pas vu un survivant, il a vu une conversion. C'est pour ça qu'il savait que c'était terminé avant que quiconque n'ose le dire. Pas parce que tu as enduré ce qu'ils t'ont fait, mais à cause de ce que tu en as fait. Beaucoup de gens survivent aux dégâts, très peu les métabolisent. Tu n'as pas porté la douleur comme une médaille ou une plaie ouverte. Tu l'as décomposée, tu en as extrait la leçon et tu as jeté le reste. La trahison ne t'a pas endurci, elle t'a entraîné. L'isolement ne t'a pas affaibli, il t'a clarifié. Chaque coup qu'il pensait te ralentir est devenu matière première. Pas de la motivation, pas de la rage, de la matière. Quelque chose d'utilisable, quelque chose de structurel. Imagine quelqu'un lançant du feu sur de l'acier, s'attendant à le voir fondre,
pour réaliser qu'il ne fait que le tremper. Chaque tentative de te briser t'a affiné, chaque exclusion t'a simplifié, chaque perte a retiré du poids superflu. Au moment où ils ont regardé de nouveau, tu n'étais pas blessé, tu étais forgé. Voici la phrase qui explique pourquoi il a souri. La colère te lie au passé. L'indifférence coupe la corde. Tu n'es plus animé par la vengeance. La vengeance a besoin d'un public. Elle a besoin d'émotion. Elle a besoin d'attachement. Tu as dépassé tout ça. Et c'est exactement ce qui t'a rendu intouchable. Il s'attendait à de l'amertume. Tu as montré de la précision. Il s'attendait à de l'obsession. Tu as montré de la concentration. Il s'attendait à ce que tu tournes autour de la blessure pour toujours. Tu l'as refermée et tu as continué à marcher. Il a déjà vu ce schéma. Il sait qu'au moment où quelqu'un cesse d'essayer de prouver quoi que ce soit, le jeu se termine. Au moment où quelqu'un n'a plus besoin de validation, le levier disparaît. Ils ne t'ont pas perdu quand ils t'ont blessé. Ils t'ont perdu quand tu as cessé de t'en soucier. C'est pour ça qu'il n'y avait plus rien à avertir. Tu n'étais pas au bord. Tu l'avais déjà dépassé. Au-delà de la vengeance, au-delà de la colère, au-delà du besoin d'être compris. Chapitre 10. Tu as quitté le jeu, et ça a brisé tout le système. C'est la vérité qu'ils sont le plus désespérés de contenir. Tu ne les as pas battus à leur propre jeu. Tu t'en es entièrement retiré. Tu t'es déconnecté des systèmes sur lesquels ils comptent pour se sentir importants. Leurs hiérarchies de valeurs, leurs classements. Leurs tableaux invisibles où l'approbation est une monnaie et la validation un levier. Tu as vu tout ça pour ce que c'était, et tu t'es tranquillement éloigné. Aucune annonce, aucune rébellion, juste un retrait. Et ce seul geste a tout brisé. Ils peuvent gérer la compétition, ils peuvent gérer la rébellion, ils peuvent même gérer la résistance. Ce qu'ils ne peuvent pas gérer, c'est l'insignifiance. Parce que les systèmes de contrôle ne fonctionnent que sur les gens qui croient encore que le système compte. Voici la phrase qu'ils ne veulent jamais voir répétée. Tu ne peux pas manipuler quelqu'un qui n'a pas besoin de gagner. Au moment où tu as réalisé que leur opinion n'avait aucun impact sur ta réalité, l'accès a disparu. Plus de crochet de culpabilité, plus de levier de peur, plus de piège d'éloge, plus rien à tirer. Imagine un casino où un joueur se lève soudain et s'en va avec sa paix intacte. Aucune rage, aucune perte, juste de la clarté. Le casino ne s'effondre pas parce que quelqu'un a triché. Il s'effondre parce que l'illusion a cessé de fonctionner. C'est ce que tu as fait. Tu as cessé de te mesurer à des standards conçus pour te garder à courir. Tu as cessé de t'expliquer à des gens qui profitaient de te comprendre de travers. Tu as cessé de performer. Et quand la performance s'arrête, le public panique. Tu te demandes peut-être pourquoi ça les effraie plus que la colère ne l'a jamais fait. Parce que la colère te garde engagé. La colère joue encore le jeu. Se retirer y met fin. Imagine une marionnette qui réalise que les fils ne la tiennent pas vraiment. Au moment où la marionnette se tient debout toute seule, le marionnettiste devient inutile. C'est ça, la vraie terreur. Pas que tu attaques, pas que tu les exposes bruyamment, mais que d'autres te remarquent, vivant sans être affecté, intouché, imperturbable. Que ton exemple se propage. Parce qu'une fois que quelqu'un voit qu'il est possible de quitter le jeu entièrement, toute la structure commence à pourrir. Tu n'as pas combattu le système. Tu t'en es éloigné. Chapitre 11. Il n'y a aucun sauvetage en route, parce que tu n'es pas une erreur. C'est la partie qui les déstabilise encore plus que ton progrès. Personne à ton niveau n'accourt pour intervenir. Aucun appel d'urgence. Aucune intervention pressée. Aucune figure d'autorité de dernière minute essayant de te ramener dans le rang. Et ce silence est intentionnel. Les gens qui comprennent vraiment le pouvoir n'essaient pas de l'arrêter. Ils l'observent. Pendant que les désespérés supplient qu'on t'avertisse, ceux qui évoluent dans le même air que toi observent de près, étudient le schéma, non pas pour te copier, mais pour comprendre ce qui a changé. Tu n'es pas un problème à résoudre pour eux. Tu es une preuve. Voici la phrase qu'il explique. On n'interrompt pas l'alignement. On en apprend. C'est pour ça que personne de sérieux n'intervient. Ils reconnaissent quelque chose d'achevé quand ils le voient. Ils savent quand un processus a basculé dans l'inévitable. Imagine des ingénieurs observant une structure qui porte déjà la charge. Ils ne paniquent pas, ils ne discutent pas. Ils la testent tranquillement et acceptent le résultat. Ceux qui le supplient de t'avertir agissent par peur, pas par lucidité.
Ils croient encore qu'il existe un moyen de revenir en arrière, que quelqu'un peut surgir et rétablir l'ancien équilibre. Mais les missions de sauvetage sont pour ceux qui sont perdus. Toi, tu n'es pas perdu. Imagine une fusée ayant déjà dépassé la vitesse de libération. Tu ne la poursuis pas, tu ne la rediriges pas. Tu reconnais qu'elle est partie et tu ajustes tes attentes. C'est le stade où tu te trouves. Il n'y a aucune intervention en route, aucune figure d'autorité qui arrive, aucune main tendue pour te ramener, parce qu'il n'y a rien à réparer. Tu n'es pas un avertissement, tu es une preuve. Chapitre 12. Trop tard n'était pas un avertissement, c'était le diagnostic final. Laisse ceci s'installer correctement, parce que c'est ici que toute l'histoire se verrouille en place. Tu n'as pas besoin d'être sauvé, tu n'en as jamais eu besoin. Cette supposition était le dernier mensonge qu'ils se sont racontés pour se sentir utiles. Le sauvetage est pour ceux qui se noient. Toi, tu ne te noyais pas. Tu te délestais. Ce dont tu avais besoin, c'était d'espace, de distance, de silence, de la place pour devenir sans interruption. Et c'est exactement ce que tu as pris. Pendant qu'ils prenaient ton absence pour de la faiblesse, pendant qu'ils croyaient que ton retrait signifiait que tu perdais du terrain, tu quittais en réalité le champ de bataille tout entier. Trop tard. Cette phrase continue de résonner parce qu'elle n'a pas été dite pour le drame. Elle a été dite parce qu'il n'y avait plus rien à quoi interférer, aucune plaie ouverte à exploiter, aucune confusion à amplifier, aucune dépendance à laquelle s'accrocher. Tu t'étais déjà stabilisé, tu avais déjà intégré, tu avais déjà dépassé le stade où des voix extérieures pouvaient atteindre ton cœur. Imagine quelqu'un essayant frénétiquement d'arrêter une opération qui a déjà guéri le patient. Ils se disputent sur les outils et le timing alors que la cicatrice s'est déjà refermée. C'est à quel point leur inquiétude paraît absurde maintenant. Ils disent trop loin comme si c'était une perte, un dégât, comme si tu avais glissé au-delà du point de retour. Mais ils disent accidentellement la vérité. Tu es au-delà du point de retour, au-delà du besoin d'approbation, au-delà de la recherche de validation, au-delà du fait de te rapetisser pour garder les autres à l'aise. Voici la phrase sur laquelle ils s'étouffent. Tu n'es pas allé trop loin. Tu es allé de l'avant. C'est ce qu'ils ne peuvent pas supporter. Un mouvement vers l'avant qui ne se retourne pas. Tu ne réagis plus. Tu choisis. Tu ne prouves plus. Tu exécutes. Les vieux crochets émotionnels ne fonctionnent plus parce que le système nerveux sur lequel ils comptaient ne dirige plus tes décisions. Tu as métabolisé les dégâts au lieu de graviter autour. C'est l'évolution, pas l'illumination, pas la vengeance, la fonction. La liberté effraie les gens qui vivent du levier, parce que la liberté ne se négocie pas. Tu ne marchandes pas avec quelqu'un qui n'a besoin de rien de toi. Tu ne menaces pas quelqu'un qui a déjà accepté la perte et a continué d'avancer. Ta liberté n'est pas bruyante, mais elle est définitive. Tu peux la sentir dans le peu d'explications dont tu as besoin maintenant. Dans la propreté de tes décisions. La liberté ressemble à du danger pour ceux qui dépendent du contrôle. C'est pour ça que les avertissements se sont faits plus forts au moment même où tu devenais plus silencieux. Et tu es devenu intouchable. Pas parce que tu as construit des murs, mais parce qu'il ne reste plus rien en toi qui réagisse au commandement. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu n'as pas besoin qu'on soit d'accord avec toi. Tu n'as même pas besoin d'être aimé. C'est ça qui te rend inaccessible. L'accès exige de l'attachement et l'attachement est mort en silence. Imagine quelqu'un essayant d'allumer un feu avec du bois mouillé. Il frappe l'allumette de plus en plus fort, convaincu que l'effort finira par marcher. Il ne réalise pas que les conditions ont simplement disparu. C'est à ça que ressemble leur tentative maintenant. Trop tard n'est pas de la cruauté, c'est une conclusion. Ça signifie que la version de toi qui pouvait être avertie n'existe plus. Ça signifie que le stade où l'interférence extérieure comptait est terminé. Ça signifie qu'on t'a déjà accordé ce dont tu avais réellement besoin, pas ce qu'ils pensaient que tu avais besoin. Tu n'avais pas besoin d'être sauvé. Tu avais besoin d'espace pour devenir. Et tu l'as pris. Trop tard, trop loin, trop évolué, trop libre, trop intouchable. Et cette fois, ces mots ne sont pas une menace. Ce sont un fait. Alors nous clôturons ceci exactement là où il le faut. Pas avec du bruit, pas avec des avertissements, mais avec de la clarté. Tout ce qui devait arriver est déjà arrivé. Tu n'es plus au bord.
tu te tiens au-delà, stable, conscient, et finis avec les explications. Ce qu'ils craignaient n'a jamais été ta faute. C'était ce moment, ici même, où tu n'as plus besoin de permission pour avancer. Si ce message t'a atteint, s'il t'a semblé moins comme du contenu et plus comme une confirmation, verrouille-le. Écris 777 une dernière fois, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait et emporte ceci avec toi. Parce que la porte s'est déjà fermée, la serrure a déjà tourné, et toi, élu, tu te tiens de l'autre côté, trop tard pour eux, juste à l'heure pour toi.